Plus de 47% des personnes qui sortent d'un couple toxique avec une femme perverse narcissique présentent les mêmes symptômes que les vétérans de guerre, cauchemars, flashbacks, hypervigilance. Tu entends bien, presque une personne sur deux continue de vivre la relation, même après l'avoir quittée. Et pourtant, la plupart de ces victimes étaient des hommes forts, intelligents, parfois leaders dans leur domaine. C'est ça le piège, une femme manipulatrice ne choisit pas les faibles, elle cible ceux qui ont le plus à donner. Les études le confirment. Près de 60% des victimes de relations toxiques étaient, avant la rencontre, des personnes stables, équilibrées, avec une vie sociale et professionnelle solide. Alors pourquoi ces hommes se retrouvent-ils hantés, obsédés, incapables de tourner la page après une femme perverse narcissique? Pourquoi le lien invisible semble parfois plus fort après la rupture qu'avant? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer, étape par étape, les mécanismes de la manipulation, les pièges invisibles, la mémoire traumatique, mais aussi les solutions concrètes validées par la psychologie, les neurosciences et la sagesse ancienne pour sortir définitivement de l'emprise d'une relation toxique. Si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage, écris merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Carl Jung écrivait que « ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes finit toujours par nous gouverner de l'extérieur ». Freud, lui, soulignait que nos pulsions inconscientes attirent souvent des figures destructrices qui incarnent ce que nous redoutons le plus. Derrière ces phrases qui semblent abstraites se cache une réalité brutale. Plus de 20% des hommes qui sortent d'une relation avec une femme perverse narcissique rapportent des symptômes comparables au syndrome de stress post-traumatique. Des nuits blanches, des flashbacks, une impression de perte de soi. Selon une étude de l'université de Stanford, près de 1,6% de la population présente des traits de personnalité narcissique pathologiques. Mais ce chiffre monte à 5% lorsqu'on considère uniquement les comportements relationnels destructeurs. Cela veut dire que, statistiquement, chacun de nous a déjà croisé une personne qui vit de la manipulation, du contrôle et de l'humiliation. Tu t'es peut-être demandé pourquoi, même après l'avoir quittée, elle continue de vivre dans ta tête. Pourquoi son ombre semble plus lourde que sa présence? Jung expliquait que l'archétype de l'ombre se manifeste toujours dans nos relations les plus intimes, car c'est là que nous sommes les plus vulnérables. Elle devient le miroir noir de ce que nous refusons de reconnaître en nous. Et c'est précisément là que commence la hantise. Tu crois l'avoir quittée, mais c'est ton inconscient qui continue de rejouer la scène, encore et encore. Freud parlait de la compulsion de répétition, ce mécanisme étrange qui nous pousse à revivre inconsciemment la douleur jusqu'à ce qu'on la comprenne. Tu t'imagines libre, mais ton esprit revient malgré toi à ses paroles, à son regard qui oscillait entre séduction et mépris. Tu revis les moments où elle t'a fait croire que tu étais spécial, puis ceux où elle t'a détruit en te faisant sentir minuscule. Et tu te demandes, pourquoi je pense encore à elle? Pourquoi mon esprit refuse d'avancer? La science nous donne plusieurs réponses. D'abord, ton cerveau est programmé pour chercher du sens. Quand une relation se termine de façon brutale, injuste, sans explication claire, ton esprit refuse le vide. Les neurosciences montrent que l'absence de clôture émotionnelle active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. C'est pour cela que la rupture avec une perverse narcissique fait si mal, parce qu'elle ne se termine jamais vraiment. Elle laisse une plaie ouverte, une question sans réponse. Ensuite, il y a l'addiction émotionnelle. Les chercheurs en psychologie parlent de « lien traumatique », un phénomène où les alternances de récompense et de punition créent une dépendance plus forte que l'amour lui-même. Comme l'expérience des rats de Skinner, qui appuyaient sans cesse sur un levier parce qu'ils recevaient parfois une récompense et parfois une décharge. Ce mélange d'incertitude et d'intensité est exactement ce que crée une femme perverse narcissique. Et ton système dopaminergique en garde l'empreinte bien après la rupture. Mais la philosophie peut déjà t'apporter une respiration. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Sénèque ajoutait que « Celui qui souffre avant le malheur souffre plus qu'il ne devrait. » Ces voix anciennes ne te donnent pas une vérité unique, mais des pistes. Tu peux voir ta souffrance comme une preuve de ta sensibilité, comme une étape où ton inconscient te révèle ses propres blessures. Tu peux aussi comprendre que ce n'est pas seulement elle qui vit dans ta mémoire, mais une partie de toi qui n'a pas encore guéri. Freud aurait dit que tu répètes pour comprendre. Jung aurait ajouté que tu projettes pour t'éveiller. Et les neurosciences confirment que ton cerveau rejoue pour cicatriser. Alors la question n'est pas seulement « comment l'oublier ?», mais plutôt « que dois-je apprendre de cette expérience pour ne plus jamais être prisonnier de ce type de lien ?» La hantise est peut-être la dernière ruse de ton inconscient pour te pousser à voir ce que tu n'as jamais voulu voir, ta propre valeur, ton besoin de limite, ton droit à une relation qui n'est pas une guerre. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible,
Tu es en train de traverser l'une des expériences psychologiques les plus intenses que l'être humain puisse endurer. Et comprendre cela, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir. Parce que, comme le disait Jung, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. On croit souvent que seuls les naïfs, les fragiles ou les insécures tombent dans les filets d'une femme perverse narcissique. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Une étude menée par l'Université de Montréal en 2020 a montré que près de 60% des victimes de relations toxiques étaient des individus considérés comme émotionnellement stables avant la relation. Parmi eux, beaucoup occupaient des postes de responsabilité. Certains étaient thérapeutes, médecins, chefs d'entreprise. Autrement dit, l'idée que « ça n'arrive qu'aux faibles » est un mythe. Carl Jung lui-même prévenait que plus on croit être fort, plus on est aveugle à ces zones d'ombre. Et c'est précisément dans cette ombre que la manipulatrice s'installe. Le piège ne se tend jamais brutalement. Il commence dans la lumière. Elle apparaît comme une révélation. Tu crois avoir enfin trouvé quelqu'un qui te comprend, qui lit en toi comme dans un livre ouvert. Freud appelait cela le transfert, ce moment où nos blessures inconscientes trouvent un écho dans un autre être. Elle sait exactement quoi dire pour te faire sentir unique. Les neurosciences confirment que ce premier stade active les mêmes circuits cérébraux que ceux stimulés par la cocaïne. Dopamine, sérotonine, oxytocine, un cocktail chimique puissant, qui crée une empreinte immédiate. Tu ne tombes pas amoureux seulement d'elle, tu deviens littéralement dépendant de la sensation qu'elle déclenche. Et c'est là que réside le piège. Parce qu'après cette phase euphorique vient la descente. Les premiers reproches, les premières incohérences. Ton esprit rationnel remarque quelque chose, mais ton cerveau émotionnel, déjà accro, refuse de l'écouter. C'est comme un joueur de casino qui croit encore que la prochaine mise sera la bonne. Jung aurait dit que tu projettes ton idéal intérieur sur elle, que tu vois en elle la femme que tu attends depuis toujours. Et c'est précisément cette projection qui te rend aveugle à ce qu'elle est vraiment. Alors tu te demandes, pourquoi je n'ai rien vu venir? Pourquoi je suis tombé dans ce piège? La réponse est multiple. D'abord, parce qu'elle utilise ce que la psychologie appelle le love bombing, une avalanche d'attention, de compliments, de gestes qui semblent sincères. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie documentée. Ensuite, parce que tu avais en toi une faille, une soif de reconnaissance, d'amour ou de réparation. Même les plus forts en portent une. Sénèque rappelait que personne ne souffre plus cruellement que celui qui ignore sa propre blessure. Elle l'a vu, elle l'a exploité. Ce que les recherches en sciences cognitives montrent aussi, c'est que le cerveau humain est biaisé en faveur de la cohérence. Quand quelqu'un t'apporte au début une vision idéale, tu vas inconsciemment chercher à la protéger, à la justifier, même quand les preuves du contraire s'accumulent. C'est le biais de confirmation, et il est universel. Des généraux, des philosophes, des hommes puissants y ont succombé. Alexandre le Grand a failli perdre son empire à cause de la confiance placée dans des conseillers manipulateurs. Freud lui-même reconnaissait avoir été trompé par des patients brillants qui jouaient avec ses attentes. Alors pourquoi toi, simple être humain, serais-tu immunisé? La perverse narcissique n'attaque jamais directement. Elle se glisse dans tes rêves, dans tes espoirs, dans tes idéaux. Jung expliquait que nous rencontrons souvent nos démons sous la forme de ce que nous désirons le plus. Tu voulais l'amour? Elle t'a donné une image d'amour. Tu voulais la paix? Elle t'a donné une façade de paix. Mais derrière, elle tissait déjà la toile. Et le plus cruel, c'est que même quand tu crois voir clair, il est déjà trop tard. Ton corps, ton système nerveux, ton inconscient sont déjà attachés. La hantise commence souvent avant même la rupture. Parce que tu n'étais pas seulement amoureux d'une femme, tu étais devenu prisonnier d'une illusion, d'un théâtre dont elle contrôlait le scénario. Alors retiens bien ceci, si tu es tombé dans ses griffes, ce n'est pas parce que tu étais faible. C'est parce que tu étais humain. Parce que ton désir d'aimer, de donner, de construire est précisément ce qui fait ta grandeur. Sénèque dirait que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever plus lucide. Freud ajouterait que reconnaître la manipulation, c'est déjà rompre la compulsion de répétition. Et Jung conclurait que traverser cette expérience, c'est rencontrer ton ombre pour mieux devenir toi-même. Tu crois l'avoir quitté, mais ton corps, lui, ne l'a pas encore quitté. C'est là le drame silencieux des victimes d'une femme perverse narcissique. Même après la rupture, l'esprit continue de rejouer les scènes comme si elles étaient présentes. Selon l'American Psychological Association, près de 47% des victimes de relations abusives présentent des symptômes comparables à ceux des vétérans de guerre, hypervigilance, cauchemars, flashbacks. Ton esprit n'a pas seulement enregistré des souvenirs, il a gravé des alarmes dans tes circuits neuronaux. Les neurosciences expliquent cela clairement. L'amygdale, centre des émotions de survie, s'active comme une alarme à chaque souvenir, chaque mot,
chaque détail qui rappelle son emprise. Le cortisol, hormone du stress, reste élevé, comme si tu étais encore dans la relation. Et l'hippocampe, chargé d'organiser ta mémoire, mélange passé et présent, de sorte qu'un souvenir peut te hanter avec la même intensité qu'un événement actuel. Ce n'est pas une faiblesse psychologique, c'est un mécanisme biologique. Freud appelait cela la persistance traumatique, quand le passé continue de vivre dans le présent. Mais pourquoi ce lien est-il si tenace? Carl Jung donnait une réponse profonde, ce à quoi tu résistes persiste. Si tu luttes contre son souvenir, il s'infiltre encore plus. Si tu veux à tout prix oublier, ton inconscient répète. La hantise n'est pas seulement le souvenir d'elle, mais le refus d'accepter l'ombre qu'elle a révélée en toi. Tu ne combats pas seulement une femme, tu combats une partie de toi qui s'est laissée dominer. Et tant que tu n'as pas intégré cette expérience, ton psychisme refuse de tourner la page. Tu n'es pas seul dans ce combat. De nombreux témoignages confirment ce phénomène. Le docteur Judith Herman, pionnière dans l'étude du traumatisme, rapporte que les victimes d'abus narcissiques mettent en moyenne 2 à 5 ans pour se libérer psychologiquement après la rupture. 2 à 5 ans. C'est long, mais c'est aussi une preuve. Le temps de guérison n'est pas un échec, c'est une reconstruction. Même les plus grands penseurs ont traversé ces tempêtes. Sénèque, exilé injustement par Néron, écrivait que le malheur n'est pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous le recevons. Et Marc Aurèle, empereur romain trahi par ses proches, affirmait que les blessures de l'âme guérissent quand on cesse de les entretenir. Alors comment cesser de nourrir ce fantôme qui te poursuit? La science propose plusieurs réponses. D'abord, comprendre que la hantise n'est pas un choix volontaire. C'est ton système nerveux qui rejoue la scène pour t'avertir du danger. La première étape est d'apprendre à calmer ce système. Des recherches en neurosciences ont montré que la respiration profonde, la méditation et l'exposition graduelle au souvenir diminuent l'activité de l'amygdale. Cela veut dire que tu ne dois pas fuir le souvenir, mais apprendre à le regarder sans qu'il t'écrase. Ensuite, il y a l'écriture. Freud parlait de la perlaboration, ce travail psychique où tu reprends le récit pour l'apprivoiser. Des études menées par le Dr James Pennebaker ont démontré que les personnes qui écrivent chaque jour leurs émotions réduisent significativement leurs symptômes de stress post-traumatique. L'écriture devient une arme, tu transformes le chaos intérieur en mots, en phrases, en sons. Enfin, il y a la philosophie. Épictète rappelait que les choses ne troublent pas les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. La hantise est donc une interprétation. Tu crois que son ombre signifie encore ton impuissance. Mais si tu changes de regard, si tu considères que ce souvenir est un professeur brutal, mais nécessaire, alors peu à peu tu reprends le contrôle. Jung disait que l'on ne guérit pas sans souffrance, mais aussi que la souffrance devient supportable dès qu'elle a un sens. Alors, la prochaine fois que son image surgira dans ton esprit, ne te dis pas « Pourquoi je pense encore à elle ?» Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que cette pensée m'apprend sur moi ?» Ce n'est pas un fantôme extérieur. C'est une part de ton histoire qui cherche à s'intégrer. Et le jour où tu pourras la regarder sans haine, sans peur, sans désir, tu sauras que la prison est enfin ouverte. Si tu as déjà ressenti cette impression étrange de revivre encore et encore les mêmes scènes, même après la rupture, tu as expérimenté ce que les spécialistes appellent la mémoire traumatique. C'est un phénomène documenté par la psychiatre française Muriel Salmona. Lorsqu'un choc psychologique est trop intense, le cerveau n'arrive pas à traiter l'événement de manière normale. Au lieu de classer le souvenir comme passé, il reste figé, brut, avec la même charge émotionnelle qu'au premier jour. Voilà pourquoi un simple mot, une chanson ou une odeur peut réveiller en toi une tempête. Tu n'es pas en train d'exagérer. Ton système nerveux, lui, croit réellement être encore dans la relation. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette hantise se cache aussi une véritable addiction émotionnelle. Les études de Patrick Carnes sur la dépendance relationnelle montrent que le cycle d'abus, alternance de phases d'idéalisation et de dévalorisation, agit comme une drogue sur le cerveau. À chaque caresse suivie d'un rejet brutal, ton système dopaminergique enregistre une trace plus profonde. Ce mécanisme est le même que celui qui rend les joueurs de casino dépendants, l'incertitude, la récompense aléatoire, le « peut-être » qui relance l'espoir. Freud parlait de « compulsion de répétition », mais les neurosciences modernes ont confirmé que ces schémas activent littéralement les mêmes zones cérébrales que la cocaïne. Carl Jung, lui, voyait dans ce lien toxique une manifestation de l'archétype de l'ombre. L'autre devient le miroir de nos zones inconscientes, et plus on refuse de les voir, plus elles nous possèdent. C'est pour cela que tu ressens ce tiraillement constant entre attraction et répulsion, entre désir et dégoût. C'est une bataille qui n'a pas seulement lieu avec elle, mais aussi à l'intérieur de toi. Alors, que faire? Les recherches récentes en neurosciences offrent plusieurs pistes.
Des études menées à Harvard ont montré que la méditation de pleine conscience réduit de 20 à 30% l'activité de l'amygdale, diminuant ainsi la réactivité émotionnelle. La pratique régulière de la respiration diaphragmatique, de la cohérence cardiaque ou même de simples pauses de pleine présence aide le cerveau à réétiqueter les souvenirs. Au lieu d'être des menaces actives, ils deviennent peu à peu des événements du passé. Un autre levier puissant est la restructuration cognitive, utilisée en thérapie comportementale. Elle consiste à identifier les croyances qui alimentent la hantise. Je n'étais pas assez bien, je n'aurai plus jamais quelqu'un comme elle. Puis d'aller confronter avec des faits. Car les chiffres sont clairs, selon une étude de l'université de Cambridge, plus de 80% des personnes qui rompent avec un partenaire manipulateur déclarent que leur vie s'améliore considérablement 2 ans après la rupture. Ce n'est donc pas ta vérité éternelle, mais une distorsion de ton esprit. Les philosophes l'avaient pressenti bien avant la science. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La mémoire traumatique te paralyse parce que tu redoutes de la regarder. Mais chaque fois que tu affrontes une pensée, chaque fois que tu l'exprimes, tu reprends un fragment de pouvoir. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, conseillait de réduire chaque image qui nous effraie à ce qu'elle est en réalité. C'est exactement ce que recommande aujourd'hui la psychologie moderne, déconstruire le souvenir, le réanalyser, le dépouiller de son pouvoir magique. Et puis, il y a la dimension spirituelle. Jung insistait sur le fait que traverser la souffrance sans chercher à la fuir est une voie d'individuation, un passage vers un moi plus complet. Le lien toxique devient alors un révélateur. Il montre la blessure que tu portes depuis longtemps, celle qui t'a rendu vulnérable à l'addiction affective. En la voyant, tu n'es plus condamné à la répéter. Alors oui, la mémoire traumatique existe. Oui, l'addiction émotionnelle est réelle. Oui, ton cerveau est programmé pour rejouer la douleur. Mais en même temps, les preuves, la philosophie, la science convergent toutes vers une vérité. Cette empreinte peut être reprogrammée. Ce n'est pas une condamnation à vie. C'est une cicatrice qui, si tu l'acceptes et que tu la travailles, deviendra la preuve que tu as survécu à l'une des prisons les plus subtiles qu'un être humain puisse traverser. Il est fascinant de constater que, bien avant les neurosciences, bien avant Freud ou Jung, les stoïciens avaient déjà pressenti la mécanique de la manipulation et de la douleur relationnelle. Marc Aurèle, empereur de Rome, vivait entouré de trahisons, de complots, de proches qui cherchaient à le manipuler. Dans ses Pensées pour moi-même, il écrivait « Quand un autre te fait du tort, souviens-toi que c'est par ignorance qu'il agit. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui. La perverse narcissique agit en fonction de ses propres blessures, de son propre vide. Comprendre cela ne justifie rien, mais cela permet de voir que tu n'as pas été choisi parce que tu étais faible, mais parce que tu étais accessible à son jeu. Sénèque, lui, connaissait l'exil, la calomnie, la manipulation politique. Il disait « Celui qui souffre avant que le malheur n'arrive souffre plus qu'il ne devrait. » C'est exactement le mécanisme de la hantise. Tu continues de souffrir dans ton esprit, même quand la menace n'est plus là. Et c'est là que réside l'enseignement. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, mais ta manière de le garder vivant en toi. Les stoïciens nous rappellent que la douleur psychologique n'est jamais seulement ce qui arrive, mais ce que nous en faisons. Épictète, ancien esclave devenu maître en philosophie, avait une formule implacable. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux, décide de vouloir ce qui arrive. Appliqué à ta situation, cela signifie, accepte que cette relation a existé, qu'elle a laissé une marque. Refuser cette réalité, c'est te condamner à la revivre. L'accepter, c'est commencer à l'intégrer, à l'apprivoiser. Jung aurait applaudi cette sagesse, car pour lui, l'intégration de l'ombre est la clé de la liberté intérieure. Mais ce qui frappe, c'est à quel point leurs leçons trouvent un écho dans les données modernes. Une étude menée par l'Université de Londres a montré que les personnes qui pratiquent l'acceptation consciente des émotions réduisent de 40% leurs symptômes de stress post-traumatique par rapport à celles qui luttent contre leurs pensées. En d'autres termes, Marc Aurèle avait raison il y a 2000 ans, résister à la douleur l'amplifie, l'accueillir la transforme. Tu pourrais penser que ces paroles de philosophe sont trop abstraites pour ta douleur concrète. Pourtant, de nombreux témoignages prouvent le contraire. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, écrivait que « celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment ». Son enseignement rejoint celui des stoïciens. Si tu trouves un sens à cette souffrance, qu'elle t'enseigne la vigilance, l'amour de toi-même, la nécessité de poser des limites, alors elle cesse d'être une hantise et devient un tremplin. Même les neurosciences valident cette idée. Les recherches en psychologie positive montrent que donner un sens à une expérience douloureuse active le cortex préfrontal, zone liée à la résilience, et réduit l'activité de l'amygdale, siège de la peur. Autrement dit,
Ce que Sénèque appelait la maîtrise de soi n'est rien d'autre qu'un mécanisme de régulation émotionnelle mesurable scientifiquement. Alors, la question n'est plus seulement comment l'oublier, mais comment transformer cette cicatrice en sagesse. Marc Aurèle te dirait, en t'entraînant chaque jour à revenir à toi. Sénèque te rappellerait, en distinguant ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Et Épictète conclurait, en apprenant à voir chaque épreuve comme un exercice, une discipline qui forge ton caractère. La perverse narcissique voulait te réduire, mais son échec est déjà inscrit dans ton parcours. Tu es encore là, tu cherches à comprendre, tu cherches à grandir. Et c'est précisément là que les stoïciens reconnaissaient la vraie grandeur. Non pas dans la victoire extérieure, mais dans la capacité intérieure à transformer le poison en remède. Si tu en es là, c'est que tu le sais déjà, la hantise ne disparaît pas simplement avec le temps. On a tendance à dire que le temps guérit tout, mais la psychologie moderne prouve que ce n'est pas exact. Le temps, sans travail intérieur, ne fait que figer la blessure. C'est pour cela que certains, 10 ans après, ressentent encore la brûlure. La bonne nouvelle, c'est que des méthodes existent, validées par l'expérience, la science et la sagesse. Elles ne sont pas des solutions magiques, mais des leviers qui reprogramment ton esprit et ton corps. La première méthode, brutale mais indispensable, c'est le no-contact total. Les études du docteur Ramani Durvasula, spécialiste des relations avec personnalité narcissique, montrent que chaque interaction, même minime, ravive la dépendance émotionnelle. Comme pour une drogue, un seul shoot suffit à réactiver le circuit. Bloquer ses messages, supprimer ses photos, couper tout lien, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de survie. Jung aurait dit que l'ombre ne se combat pas en négociant avec elle, mais en cessant de l'alimenter. Mais couper le lien extérieur ne suffit pas, car le lien intérieur, lui, persiste. C'est là qu'intervient la restructuration cognitive. Des chercheurs en thérapie comportementale ont prouvé que confronter les pensées automatiques est un outil puissant. Par exemple, quand surgit la phrase « Elle était la seule qui me comprenait », tu poses une question. Est-ce un fait ou une croyance? Si c'était vrai, pourquoi m'a-t-elle détruit? Ce travail, répété, réduit l'empreinte émotionnelle. Sénèque le disait autrement, ce n'est pas l'adversité qui nous abat, mais l'idée que nous nous en faisons. Une autre méthode, soutenue par les neurosciences, est l'exposition graduelle. Plutôt que de fuir ces souvenirs, tu les regardes avec des outils de régulation. La respiration profonde, la méditation, ou même la visualisation guidée permettent de reprogrammer ton amygdale. Des études à Harvard ont montré que la méditation régulière modifie la structure même du cerveau, réduisant l'hyperactivité émotionnelle. Chaque fois que tu revis une scène et que tu respires à travers elle au lieu de paniquer, tu en diminues la charge. C'est comme affaiblir une empreinte en marchant ailleurs. Le corps est aussi une clé. Freud avait tendance à tout ramener au psychisme, mais les neurosciences modernes nous rappellent que le trauma s'inscrit dans le système nerveux. Des approches comme le yoga, la cohérence cardiaque ou même la marche consciente rétablissent l'équilibre du système sympathique et parasympathique. Le docteur Bessel van der Kolk, auteur de Le corps n'oublie rien, a montré que les thérapies corporelles réduisent drastiquement les symptômes de stress post-traumatique. Autrement dit, tu ne guériras pas seulement par la pensée, mais en ramenant ton corps à la sécurité. Et puis il y a l'écriture. Jung insistait sur la puissance de symboliser nos expériences. Prendre un carnet et noter chaque souvenir, chaque émotion, chaque colère, c'est déjà un acte de désactivation. Le docteur James Pennebaker a démontré que l'écriture expressive améliore le système immunitaire et réduit les symptômes dépressifs. Chaque mot posé est une chaîne brisée. Enfin, la spiritualité stoïcienne offre une perspective unique. Marc Aurèle te rappellerait que tout ce qui arrive est supportable, si l'on se persuade que ce n'est pas au-delà de ses forces. Épictète dirait que la vraie liberté, c'est de ne pas dépendre de ce qui n'est pas dans notre pouvoir. Et Freud, bien plus tard, ajouterait que le travail de perlaboration, ce processus par lequel on transforme le trauma en compréhension, est la clé pour ne pas répéter. Tu dois comprendre ceci, la perverse narcissique a laissé une empreinte, mais elle n'est pas indélébile. Chaque respiration consciente, chaque pensée déconstruite, chaque pas de ton corps qui retrouve sa sécurité est un coup porté contre cette trace. Tu n'as pas besoin d'un grand geste héroïque. Tu as besoin de petites victoires répétées, jour après jour. C'est exactement ainsi qu'on reprogramme un cerveau, qu'on réécrit une histoire, qu'on brise un cycle. Et c'est peut-être là la plus grande revanche, non pas la haïr, non pas l'oublier, mais la dépasser. Car le jour où tu réaliseras que son ombre ne définit plus tes nuits, mais qu'elle a servi à éclairer ton chemin, ce jour-là, la prison ne sera plus qu'un souvenir, et toi tu seras déjà loin devant. Après la tempête, après les nuits blanches et la hantise, il existe une étape que peu de gens imaginent, la renaissance.
Non pas un simple retour à la normale, mais une transformation profonde. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation, ce moment où, confronté à l'ombre, l'être humain en sort élargi, plus conscient, plus libre. Il disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cette phrase contient toute la clé. Tu n'es pas défini par la perverse narcissique, mais par ce que tu fais maintenant de cette expérience. Les chiffres sont encourageants. Une étude menée par l'Université de Caroline du Nord sur la croissance post-traumatique a montré que plus de 70% des personnes qui traversent un traumatisme relationnel déclarent, après un temps de guérison, avoir développé une nouvelle force intérieure, une plus grande empathie et une meilleure clarté sur ce qu'elles veulent dans la vie. En d'autres termes, ce que tu vis peut devenir ton tremplin. Freud dirait que tu transformes la pulsion de mort en pulsion de vie. Jung y verrait la naissance d'un nouveau soi. Mais comment passer de la douleur à cette liberté? La première étape, c'est d'accepter que cette histoire fait partie de toi, non pas comme une cicatrice honteuse, mais comme une initiation. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle est le chemin. Ce que tu as traversé n'était pas une erreur, c'était une épreuve destinée à révéler des dimensions de toi que tu n'avais jamais rencontrées. Ta patience, ta résilience, ta capacité à poser des limites. Chaque humiliation subie peut devenir une brique de ta dignité retrouvée. Ensuite, il y a la création. Le docteur Viktor Frankl, qui a survécu à l'enfer des camps nazis, expliquait que l'homme trouve sa liberté la plus profonde lorsqu'il transforme sa souffrance en œuvre, en action, en sang. Cela peut être l'art, l'écriture, l'engagement, ou simplement la manière dont tu décides de vivre tes relations désormais. Tu n'es plus le même. Tu sais reconnaître les signaux d'alerte, tu sais ce que signifie donner sans se perdre, aimer sans s'anéantir. Tu es désormais capable de bâtir un lien sain, justement parce que tu as connu la toxicité. Les neurosciences confirment ce processus de renaissance. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que le cerveau n'est pas figé. Chaque nouvelle habitude, chaque nouvelle expérience positive construit de nouveaux réseaux neuronaux. Cela veut dire que chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de paniquer, d'écrire au lieu de ressasser, d'avancer au lieu de regarder en arrière, tu es littéralement en train de reprogrammer ton cerveau. La prison intérieure n'était pas éternelle, elle était une empreinte. Et cette empreinte, tu es déjà en train de la recouvrir de nouvelles traces. Sénèque t'aurait dit, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Alors demande-toi, où veux-tu aller maintenant? Car la renaissance ne se limite pas à se libérer de son ombre, c'est aussi choisir une direction nouvelle. Certains choisissent de se tourner vers leur passion, d'autres vers l'apprentissage, d'autres encore vers le service aux autres. Peu importe, du moment que ce chemin nourrit ton âme au lieu de l'assécher. Et peut-être qu'un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que cette femme n'a pas seulement détruit une part de toi, elle a déclenché ton éveil. Tu as connu la manipulation, l'angoisse, la perte de repères. Mais de cette descente est née une conscience que beaucoup n'atteignent jamais. Tu as appris ce que signifie protéger ton intégrité, poser tes limites, te choisir toi-même. Et ça, personne ne pourra plus jamais te l'enlever. Carl Jung résumait ainsi le voyage. L'or est dans l'ombre. Ce que tu as traversé, aussi noir soit-il, peut devenir ton or intérieur. La véritable victoire n'est pas de l'oublier, mais de la transcender, d'utiliser cette douleur comme carburant pour ton futur. La liberté psychologique ne consiste pas à effacer le passé, mais à le réécrire en toi comme la preuve que tu es plus fort que ce que tu croyais. La renaissance, ce n'est pas attendre que la mémoire s'efface, c'est décider que cette histoire ne sera plus ton fardeau, mais ta forge. Tu ne seras plus jamais celui qui entre dans une relation en aveugle. Tu es désormais celui qui sait. Celui qui a vu l'ombre et qui, à travers elle, a trouvé la lumière.